Il était le plus bel avion du monde, bijou de technologie et de raffinement luxueux, construit par la France, dans le cadre d'un partenariat européen. Il est très vite devenu l'emblème du vivre à la française. Comme une évidence, il était unique, c'était Concorde. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'affaire du crash aérien du Concorde. Nous sommes le mardi 25 juillet 2000, vers 16h30, à l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle, dans le nord de la région parisienne. Un Concorde de la compagnie nationale Air France, immatriculé FBTSC, spécialement affrété par un organisme de voyage allemand, s'apprête à décoller pour rejoindre New York. Notons que ce n'est pas l'horaire habituel du prestigieux vol Air France 001 du Concorde, appelé aussi le Bel Oiseau, qui relie toujours encore Paris à New York, en décollant à 11h15 précise chaque matin, décalage horaire avec les États-Unis oblige. Mais là, la compagnie s'est bien évidemment et entièrement adaptée à la demande des voyageurs, tous originaires de la ville allemande de Mönchengladbach, ville industrielle de Rhénanie, Nord-Westphalie, proche de la frontière néerlandaise. Les passagers doivent se rendre à New York où il est prévu qu'ils embarquent sur un bateau de croisière à destination des Caraïbes, le MS Deutschland. Le vol spécial prend donc le code AF 4590. À 13h30, tous les passagers ont déjà été enregistrés et attendent dans les salons réservés à l'aérogare. L'équipage est présent dans le cockpit et prépare le vol. L'avion décollera sur la piste 26 droite, piste qu'il utilisera sur toute sa longueur. C'est calé par échange radio entre la tour de contrôle et l'équipage. Lors de l'inspection habituelle, un léger défaut est signalé sur le moteur numéro 2 et le changement d'une pièce, certes mineure, retarde les opérations d'embarquement d'1 heure environ. Mais Air France ne lésine pas avec la sécurité de ses passagers et ses procédures de contrôle et de maintenance sont draconiennes. Encore plus quand il s'agit du Concorde. À 15h55, l'embarquement commence enfin. L'avion est plein. Dans la carlingue étroite et profilée, les 100 sièges en cuir pleine peau sont tous occupés. Il y a 9 membres d'équipage. Le commandant de bord, Christian Marty, 54 ans, un ancien de chez Air France. Le copilote Jean Marco, 50 ans, également une figure chez Air France. Un officier mécanicien navigant, Gilles Jardineau, 58 ans, qui lui aussi n'a connu qu'Air France. En cabine, il y a 6 hôtesses et stewards. Le vol est prévu sur une durée estimée tout juste à 3h45 et qui s'effectuera à la vitesse de Mach 2.2, soit 2145 km/h sur une grande partie du vol. Dès que sera atteinte l'altitude de croisière de 16 000 à 18 mètres. Les réservoirs de carburant sont pleins aussi, car la charge, passagers et bagages en nombre, est conséquente et on sait cet avion particulièrement énergivore. À 16h29 précises, un avion DC-10 de la compagnie aérienne américaine Continental Airlines, immatriculé N391
A qui assure le vol Continental Airlines 55 entre les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et New York-Newark décolle de la piste 26 droite. Il est juste devant Concorde. À 16h34, le Concorde quitte son point de stationnement et roule à vitesse réduite vers la piste 26 droite en empruntant divers taxiways latéraux dont la voie Roméo. À 16h42 et 17 secondes, en bout de piste 26 droite, frein bloqué, la tour de contrôle sud autorise le Concorde à décoller. À 16h42 et 21 secondes précises, le commandant de bord lâche les freins et pousse les moteurs. Ça y est, Concorde va enfin pouvoir décoller. À 16h43, alors qu'il atteint la vitesse de 323 km/h, le Concorde subit une brusque perte de poussée au niveau du moteur numéro 2. À 16h43 et 13 secondes, la tour de contrôle sud qui suivait le décollage informe l'équipage de Concorde qu'il a des flammes derrière lui. Dans la même seconde, l'équipage accuse réception de ce message d'alerte. À 16h43 et 15 secondes, le commandant de bord tire sur le manche et le train avant quitte la piste. L'avion a déjà dépassé le seuil critique de la vitesse V2 et décolle. À 16h43 et 22 secondes, dans le cockpit, l'alarme feu moteur s'agissant du moteur numéro 2 retentit. À 16h43 et 25 secondes, soit exactement 3 secondes après, le commandant de bord coupe le moteur numéro 2. À 16h43 et 30 secondes, Concorde a du mal à se stabiliser et à prendre de l'altitude. Il n'est qu'à 30 mètres du sol et menace de s'écraser. À 16h43 et 31 secondes, la tour de contrôle sud confirme à l'équipage que les flammes sont fortes derrière l'avion. 3 secondes plus tard, l'équipage accuse réception de ce second message d'alerte. Pour le commandant de bord et son copilote, le dilemme est terrible. Lancé comme il est, au-delà des vitesses seuil V1 et V2, il ne peut plus, de toute façon, ralentir l'avion. S'il le faisait, l'avion irait se cracher en bout de piste. Hors zone, bitumé, arrachant son train d'atterrissage spécial à l'avant et piquant de son long nez dans l'herbe. L'embrasement serait immédiat. Alors, il tente la manœuvre de la dernière chance, c'est-à-dire tenter de rejoindre l'aéroport du Bourget. À 16h43 et 37 secondes, la tour de contrôle sud laisse l'initiative au commandant de bord. Il a la priorité absolue pour revenir sur le terrain s'il le souhaite. Mais l'avion, n'étant qu'à une altitude de 200 pieds, soit 60 mètres, ne peut absolument pas effectuer de demi-tour dans ces conditions. À 16h43 et 41 secondes, 4 secondes plus tard, l'équipage accuse réception de ce message de priorité qui est accordé à l'avion. À 16h44 et 13 secondes, le premier véhicule des pompiers de l'aéroport est mis en alerte et va se mettre en position au point sud de la piste, avec l'autorisation d'emprunt de la piste 26. C'est une procédure d'urgence. Précisons que ces gros engins de lutte contre l'incendie sont eux aussi des monstres de technologie. Toujours en alerte, avec un immense moteur ultra puissant capable de propulser l'engin à 100 km/h en quelques secondes et une lance à mousse plongée dans un réservoir de grande capacité. À 16h44 et 18 secondes, l'équipage des pompiers de l'aéroport indique qu'il pense que Concorde va revenir sur la piste 09 en sens inverse. À ce moment-là, l'avion n'est qu'à 60 mètres d'altitude. À ce niveau, il lui est totalement impossible de manœuvrer.
À 16h44 et 22 secondes, l'équipage de Concorde qui a suivi cette communication répond par la négative et dit qu'il va tenter le bourg. Mais la communication radio est coupée. Cependant, il fallait comprendre l'aéroport du Bourget, situé juste à côté. À 16h44 et 26 secondes, les pompiers de l'aéroport demandent confirmation à la tour de contrôle des intentions de Concorde. C'est tout à fait cohérent car ils veulent se positionner au plus près en cas d'incident ou d'accident, ce qu'ils redoutent clairement en tant que professionnels aguerris. À 16h44 et 37 secondes, dans le cockpit de Concorde, l'alarme feu moteur se déclenche à nouveau. Elle ne s'éteindra plus. À 16h44 et 59 secondes, la tour de contrôle enregistre distinctement les dernières paroles prononcées par le commandant de bord. Trop tard, pas le temps. À 16h45 et 7 secondes, l'avion plonge sous les 15 mètres d'altitude. N'importe quel néophyte peut comprendre là que le problème est majeur et que, d'un instant à l'autre, l'avion peut s'écraser au sol. À 16h45 et 10 secondes, soit exactement 3 secondes plus tard, les sapeurs-pompiers de l'aéroport, à bord de leur premier véhicule, confirment que le Concorde s'est écrasé près de l'aéroport du Bourget. Connaissant parfaitement les lieux et leur topographie, ils n'ont pas mis longtemps à préciser le lieu supposé de l'impact. À 16h45 et 15 secondes, la tour de contrôle sud de l'aéroport tente une dernière communication avec Concorde. Il n'y aura pas de réponse. Concorde vient de s'écraser et de s'embraser. Ce sera le premier accident majeur avec un avion de ce type. Dans le même instant, l'alerte maximale est déclenchée à l'aéroport même, mais aussi dans les départements du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis. Car on peut légitimement penser que l'avion a pu s'écraser sur une zone habitée. Et là, ce serait là le drame ajouté au drame. À 16h46 et 9 secondes, la tour de contrôle sud demandant à tous les avions sur la zone de Roissy-Charles de Gaulle d'attendre leurs directives complémentaires qui suivront. À 16h53, soit moins de 8 minutes après l'impact au sol de Concorde, les premiers véhicules de secours se présentent sur les lieux du drame. Les sapeurs-pompiers ont déclenché l'alerte rouge, les hôpitaux le plan blanc à la demande de la préfecture qui coordonne l'ensemble des opérations. À 16h55 et 47 secondes, un avion informe la tour de contrôle de la présence de fumée sur la piste 26 droite. C'est la piste sur laquelle Concorde a décollé. Immédiatement, un véhicule de surveillance de piste est dépêché sur les lieux. À 16h57, ce véhicule de piste, indicatif Flico 9, signale à la tour de contrôle qu'il s'agit d'un pneu et des débris de pneus qui brûlent sur la piste 26 droite. Aucun autre appareil n'a décollé après Concorde, la tour de contrôle ayant très vite et très judicieusement bloqué tous les avions au sol ou en l'air. Il est 17h et quelques minutes peut-être. Au sol, sur le territoire de la commune de Gonesse, les premiers intervenants, essentiellement des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise, confirment que Concorde s'est écrasée au lieu dit La Patte d'Oie, commune de Gonesse, Val d'Oise, en particulier sur un hôtel, l'hôtel Othello Simo, qui est pulvérisé. On est tout près d'un restaurant et d'une première zone pavillonnaire. L'intensité du feu provoqué par l'embrasement immédiat des quelques 100 tonnes de kérosène de Concorde, réparties dans les 13 réservoirs que compte l'avion, ne laisse guère d'espoir de pouvoir sauver quiconque. Il faudra 3 heures aux équipes de sapeurs-pompiers pour éteindre le brasier. Si on connaît la liste exacte des occupants de Concorde, 100 passagers dont 96 sont de nationalité allemande et 9 membres d'équipage, on ne sait rien des potentielles victimes au sol. Et ce seront là de très longues minutes d'angoisse pour tous les intervenants.
Pour comprendre comment cette catastrophe n'a pas pu être évitée, il est important de bien comprendre l'enchaînement mécanique et fatal des faits qui ont tous concouru au drame. Le voici, tel que les experts du Bureau Enquête Accident, le BEA, institution mondialement reconnue pour son sérieux et sa très haute technicité en matière d'accidents aériens, l'a décrit. Je cite, « Au moment du décollage, alors que Concorde roule sur la piste 26 droite, à la vitesse de 310 km/h, une partie de l'un des pneus du train arrière gauche roule sur une lamelle métallique en titane de 43 cm qui se trouve sur la piste, exactement dans son axe de roulage. L'enquête déterminera avec certitude que c'est bien ce pneu-là qui avait été largement entaillé et déchiqueté, et c'est bien lui dont des morceaux avaient été vus en train de brûler sur la piste 26 droite, quelques minutes après le décollage de Concorde. Immédiatement après ce choc sur la lamelle métallique, l'un des morceaux du pneu endommage la commande du circuit électrique, du puits du train principal de roue gauche de l'aéronef. Le train de roue ne peut plus rentrer, il est bloqué en position sortie, et l'équipage essayera en vain de le faire rentrer dans son logement. Un second morceau de pneu, dont le poids a été estimé à 4,5 kg, se trouve violemment projeté sous l'aile gauche, qu'il percute violemment mais ne le transperce néanmoins pas. On imagine la vitesse de ce morceau de caoutchouc projeté par la rotation des autres roues. On savait déjà que le talon d'Achille indiscutable de Concorde était la fragilité extrême de ces pneumatiques, car plusieurs incidents, dont certains significatifs, avaient déjà eu lieu précédemment. L'impact occasionné par ce choc du morceau de caoutchouc sur la paroi inférieure de l'aile gauche provoque un coup de bélier hydrodynamique au niveau du réservoir de carburant numéro 5, c'est-à-dire une violente secousse qui fait éclater de l'intérieur une partie de ce réservoir. Aussitôt, une importante quantité de kérosène s'échappe des fissures provoquées par cette onde de choc, coule sous l'aile gauche. Les experts l'ont estimé à 60 kg par seconde, ce qui correspond à 75 litres par seconde. C'est énorme. Le carburant s'enflamme instantanément par contact avec les gaz chauds de la réchauffe, la zone de post-combustion des réacteurs et concomitamment par contact avec des étincelles provoquées par les dommages électriques occasionnés sur le train de roulement endommagé. La conséquence immédiate est que le moteur gauche numéro 1 est littéralement inondé de carburant. Il ne peut plus produire la poussée escomptée, indispensable pourtant au décollage de Concorde. Quant au moteur gauche numéro 2, il est déjà quasiment hors service. Il est celui qui a été le premier impacté par les traînées de kérosène. En quelques secondes seulement, il est en feu et perd toute sa puissance de poussée. Immédiatement, une fumée noire opaque se transforme en arrière de l'aile gauche de l'avion, visible de loin. Preuve en sont les photographies prises par plusieurs touristes, de façon totalement inopinée. Un touriste japonais attiré par l'incident très rare, un photographe amateur hongrois aussi qui attendait l'envol du bel oiseau, un couple de routiers espagnols circulant sur l'autoroute A1 juste à la hauteur de l'aéroport et surtout 3 sapeurs-pompiers de l'aéroport dont les témoignages très précis et très factuels seront capitaux. Quelques instants après, les 2 moteurs gauches, les numéros 2 puis numéro 1, perdent toute utilité pour l'équipage. Le phénomène est connu des experts, s'agissant d'un effet de pompage d'air très chaud qui fait décrocher les pales aérodynamiques du compresseur. L'équipage coupe aussitôt le moteur numéro 2 gauche, mais le moteur numéro 1 gauche ne répond plus ou presque plus. Et il délivre une puissance très faible, tout juste encore équivalente à cet instant précis, à un régime de ralenti. Concorde ne dépassera pas alors les 200 pieds d'altitude, soit 60 mètres, ce qui, nous l'avons vu, est notoirement insuffisant pour effectuer une quelconque manœuvre. Les moteurs numéro 3 et 4
positionnés, eux, sous l'aile droite, fonctionnent encore normalement. Mais l'équipage doit réduire leur puissance pour contrecarrer la dimétrie de la poussée, devenue trop importante. Concorde dispose encore de 2 moteurs que l'équipage ne peut malheureusement pas utiliser à loisir, comme il le voudrait. C'est toute la difficulté connue des avions quadri-réacteurs. Avec une poussée très réduite que l'équipage ne peut pas augmenter, Concorde vire brièvement sur l'aile gauche, là où les moteurs numéro 1 et 2 sont endommagés et d'où le carburant continue de fuir en grande quantité, et s'écrasera moins d'1 minute et 30 secondes après son décollage de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La lamelle métallique incriminée est trouvée au sol par le véhicule de surveillance de piste, quelques instants seulement après le décollage de Concorde. Il provient bien du DC-10 de la Continental Airlines qui a précédé Concorde de 5 minutes environ. C'est une partie du capot de l'inverseur de poussée de l'un des moteurs de cet avion. Sa perte au sol n'a eu aucune conséquence sur le fonctionnement de ce moteur, mais il est évident qu'elle n'aurait pas dû être détachée de cette façon et à l'improviste. L'enquête menée par le Bureau Enquête Accident, le BEA, et les experts d'Airbus, enquête très longue et très technique, conclura là encore à une succession de fautes imputables à l'homme. Car c'est lors d'une escale aux États-Unis, à Houston plus précisément, qu'un mécanicien change cette pièce, qui, normalement, est en acier inoxydable, la découpera et la fixera avec un mastic non spécifié. La procédure réglementaire a manifestement été enfreinte, mais l'avion a ainsi pu repartir. Un premier bilan est dressé, dès que c'est possible et réaliste, au poste de commandement installé près des lieux de la catastrophe. Les 109 occupants de Concorde sont décédés. À terre, 4 victimes sont à déplorer. Il s'agit de 4 personnels d'entretien de cet hôtel, tous en fonction à cette heure-ci de la journée. 3 personnels survivront par miracle à ce drame. Le gérant de l'hôtel, une cliente qui a sauté du premier étage et un employé qui accompagnait le gérant. Car de l'hôtel, il ne reste plus qu'un tas de décombres fumants. Le soir même du mardi 25 juillet 2000, le ministre des Transports suspend à titre temporaire les certificats de navigabilité de tous les Concorde de la compagnie nationale Air France. Dans la foulée, British Airways fera de même. On évoque fort logiquement le principe de précaution sans tirer aucune conclusion prématurée ou hâtive. Toujours le soir du mardi 25 juillet et le lendemain, toutes les victimes seront formellement identifiées par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, par le biais de la cellule d'identification des victimes de catastrophes, dont la très haute technicité et la spécialisation font référence à travers le monde. Des modifications significatives seront apportées aux exemplaires restants des Concorde français et britanniques. Il s'agit essentiellement du renforcement des réservoirs de carburant situés sous les ailes de Concorde et de l'adoption de pneumatiques Michelin et nouvelle génération et de nouvelles conceptions. Mais personne, en haut lieu, ne se berce d'illusions. Concorde est un gouffre financier depuis longtemps déjà, et la situation est hélas irréversible. Il a été trop peu produit, à moins d'une petite quinzaine d'exemplaires qui se sont partagés les 2 compagnies aériennes nationales françaises et britanniques. Toutes les autres commandes ont été annulées, pour diverses raisons de l'époque, avant même la mise en fabrication de ce bel oiseau. C'est ainsi, et c'est fort dommage. Ce n'est que le 7 novembre 2001, soit plus d'1 an après l'accident, que les 2 itinéraires encore empruntés par Concorde, Paris-New York et Londres-New York, seront à nouveau rouverts et autorisés, mais pour peu de temps. Et effectivement, 18 mois plus tard, le glas sonne pour le bel oiseau.
La structure de l'avion est vieillissante. Ses coûts d'entretien et d'exploitation s'envolent littéralement. En effet, il n'apparaît plus du tout raisonnable d'entretenir des équipages spécialement formés, des équipes d'hôtesses dédiées, des mécaniciens spéciaux en France et aux États-Unis, pour couvrir 2 vols par jour seulement sur une seule destination, vols transportant au mieux 100 passagers. Le 10 avril 2003, les autorités aériennes britanniques et françaises annoncent conjointement qu'elles mettront un terme à l'exploitation de Concorde dans un délai proche. L'exploitation, initialement prévue jusqu'en 2007, voire idéalement 2017, est irréaliste. D'autant plus que depuis la remise en service en novembre 2001, d'autres incidents, dont au moins un incident majeur, sont encore venus ternir la belle image de Concorde. Les 2 ultimes vols programmés d'un avion de ligne supersonique seront effectués le 3 juin 2003 à bord de 2 Concorde, le Sierra Delta et le Foxtrot Bravo, qui rejoindront Paris, l'un depuis New York et l'autre après une boucle supersonique au-dessus de l'océan Atlantique. Ils devraient se poser ensemble à 1 minute d'intervalle, mais l'histoire ne leur accordera même pas cette faveur, ni aux avions, ni aux 15 000 fans amassés aux abords de l'aéroport international. Un incident mineur a retardé de 45 minutes le décollage depuis New York. Une fois les 2 avions posés, on sent bien que c'est fini. Le bel oiseau s'est posé une fois pour toutes et le tiraud vient de tomber définitivement sur Concorde. Il restera des souvenirs par milliers et quelques rares exemplaires religieusement préservés dans les musées partout à travers l'Europe et aussi à Washington. Les vols de convoyage des divers avions vers ces lieux auront lieu de façon bien plus discrète, du 12 au 27 juin 2003, et plus aucun Concorde ne flirtera plus jamais avec les nuages. Adieu l'ami. Soyons aujourd'hui très prudents sur cette partie du drame, car l'enquête menée par les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le Val d'Oise, saisit des faits aussitôt le drame survenu, en est juste à sa conclusion pénale. Et quand on sait le degré de technicité nécessaire aux experts pour déterminer avec certitude comment 113 personnes sont décédées ce jour-là, qui peut être cité comme responsable? Comment les avocats de toutes les parties citées bataillent dur et ferme pour défendre leurs clients? On mesure la difficulté des magistrats appelés à juger ce dossier énorme. Très vite cependant, la compagnie aérienne américaine Continental Airlines, mise en cause dès les premières heures, contestera par avocat interposé son implication de cause à effet dans le crash. Elle démontrera la faiblesse de l'argumentaire relatif à la chute de la lamelle sur la piste 26 droite, une fois décelée du moteur. Elle produira même des dizaines de témoignages de témoins de la scène, témoins qui auraient tous aperçu des flammes avant que le Concorde ne roule sur la lamelle incriminée. Cela suppose néanmoins que tous connaissent l'endroit exact où se trouvait ladite lamelle et ait suivi, seconde par seconde, l'avancée de Concorde sur la piste 26 droite. Il aurait fallu être juste en face ou juste derrière, ne pas bouger, scruter pendant de longues minutes ce qui allait se passer sans l'anticiper nullement. Cela fait beaucoup quand même. L'enquête du bureau Enquête Accident, le BEA, pointera néanmoins 2 anomalies sur Concorde et sa maintenance opérée par la compagnie Air France. Ces anomalies n'ont pas eu d'incidence directe sur le crash et ne l'ont pas provoqué, ni même aggravé. Mais elles existaient et le BEA, en toute transparence, les signale et les explique longuement.
Tout d'abord, l'avion aurait été en surcharge de 1,5 tonnes au moment de son envol. C'est un fait, mais il est sans conséquence sur l'accident. Il y a des marges de sécurité draconiennes sur tous les avions de ligne du monde. Et on est à moins de 1% de poids supplémentaire dans ce cas précis. Ensuite, les enquêteurs ont noté l'absence, depuis quelque temps, d'une entretoise métallique sur le train d'atterrissage gauche de Concorde. Cette absence sera jugée sans incidence aucune sur le crash. L'entretoise manquante n'est nullement incriminée dans le processus dramatique d'explosion du pneu et de l'embrasement du kérosène contenu dans les différents réservoirs. Mais on peut légitimement s'interroger sur ce côté plus léger de la maintenance, car avant le décollage, le jour du drame, une simple manette avait quand même été changée par sécurité. Le bureau enquête accident, le BEA, affirmera également l'analyse de la lamelle métallique ramassée au sol puis saisie et y détectera de la matière en caoutchouc qui est sans conteste, après analyse et vérification très poussée, celle des pneus de Concorde. Ces pneus et cette matière sont différents de tous les autres types de trains de roulement des avions de ligne. Une vérification détaillée avait été menée sur tous les avions ayant précédé Concorde ce jour-là sur la piste 26 droite. D'autant que l'analyse de cette lamelle, déjà citée ci-dessus, la décrit comme une véritable lame de rasoir, au moment où le pneu de Concorde roule dessus. L'hypothèse d'un attentat manqué visant le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a même été évoquée. Car, simple coïncidence mal exploitée sans doute par les lanceurs d'alerte de cette mauvaise blague. Le président rentrait à ce moment-là d'un sommet du G8 à Tokyo et son avion a dû céder le passage à Concorde, juste avant qu'il ne s'apprête à décoller. Certains passagers de ce vol régulier confirmeront eux aussi avoir vu l'épaisse fumée noire s'échappant de Concorde quelques instants plus tard. La dernière hypothèse invoquée par diverses parties au procès était le défaut d'entretien de la piste. Mais cette hypothèse, plausible au départ, avait été battue en brèche. Tous les avions de cette journée de juillet ont décollé sur la même piste sans qu'aucun des équipages ne signale la moindre anomalie. Plus de 150 mouvements journaliers de décollage avaient déjà été opérés au moment du crash. La piste 26 droite, comme toutes les autres pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, est minutieusement inspectée, plusieurs fois par jour. On est là sur un degré de fiabilité proche d'une centrale nucléaire, avec une gradation des incidents pouvant aller jusqu'à la fermeture de la piste. Et comment expliquer alors la présence du caoutchouc du pneu de Concorde sur la fameuse barre métallique du DC-10 de la Continental Airlines? En 2012, après maintes rebondissements judiciaires de taille, très médiatisés, la compagnie aérienne américaine Continental Airlines a finalement été reconnue coupable au plan civil d'un certain nombre de négligences dans la maintenance de ses aéronefs et en particulier du DC-10 incriminé. C'est la Cour d'appel de Versailles qui a rendu cet arrêt à cette époque. Mais il est un fait admis par tous. C'est bien le drame de Gonesse qui a précipité la fin inéluctable de Concorde. C'est la fin de cette affaire dramatique. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.